Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une introduction sur les capteurs. Le plan de la présentation, on va commencer par discuter des grandeurs physiques, donc ce qu'on veut mesurer habituellement. On va voir qu'il y a différents types de capteurs, on va les regrouper en deux types, donc les capteurs actifs et les capteurs passifs. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le conditionneur, donc qui nous permet de faire une mise à l'échelle, de convertir la nature d'un capteur. Donc, on va voir le montage potentiométrique, le pont de Wheatstone et les amplificateurs opérationnels. Donc, vous connaissez probablement la plupart des circuits, mais on va faire une petite revue rapide. Ensuite, on va parler du transmetteur, donc la méthode qu'on va utiliser pour transmettre le signal mesuré vers quelque chose qui a un système qui va pouvoir l'interpréter. On va parler des paramètres de sélection pour les capteurs. Et finalement, on va parler de l'erreur de mesure. Il n'y a pas de démonstration dans cette vidéo-ci, c'est vraiment une vidéo théorique. Il va y avoir une démonstration avec le capteur photorésistif par après dans une seconde vidéo. Les grandeurs physiques qui nous intéressent, donc par exemple le poids, la température, la pression, la luminosité, le son, la distance. Donc c'est plusieurs des grandeurs physiques qu'on va vouloir mesurer avec nos systèmes. Bon, le microcontrôleur, naturellement, ne peut pas mesurer directement ces grandeurs physiques-là. Donc, on va avoir besoin de capteurs pour être capable d'interpréter ces mesures physiques-là dans différents types de signaux. Donc, normalement, une grandeur physique qu'on va vouloir mesurer va être exprimée par un nombre avec une unité de mesure. Si on prend comme exemple la distance, ici on a par exemple 100 mètres. Donc 100 c'est la quantité, puis les mètres c'est notre unité de mesure. Bon, les mètres c'est une unité que vous connaissez bien, mais aujourd'hui on va parler de d'autres unités aussi que vous connaissez peut-être moins bien. Il y a 5 grandeurs physiques fondamentales qui sont contenues dans le système international de mesure. D'abord, il y a le temps, la longueur, la masse, la température et l'intensité électrique. Il y a d'autres grandeurs physiques qu'on va vouloir utiliser, mais qui sont en réalité des dérivés de ces grandeurs physiques fondamentales-là. Par exemple, on va déduire la vitesse de la distance en fonction du temps. Donc ici, on prend deux informations et ensuite, on est capable d'en déduire comme une nouvelle unité. Par exemple, on va pouvoir déduire la résistance à partir du courant et de la tension. Dans les capteurs, il y a deux grandes familles, les capteurs actifs et les capteurs passifs. Les capteurs actifs, c'est ceux qu'on va considérer qui transforment de l'énergie physique en énergie électrique, par exemple, sans apport externe d'énergie. La sortie de ça, ça va être par exemple un courant, une tension, une charge. À l'opposé, on va voir les capteurs passifs qui, eux, vont transformer l'énergie physique en énergie électrique avec un apport externe. Bon, les sorties de ça va être principalement, par exemple, les résistances. Donc, une résistance comme telle, on ne pourra pas l'observer sans un apport d'énergie. On va falloir, par exemple, lui apporter un courant électrique pour mesurer la tension à ses bornes. Sinon, on va aussi avoir des capacitances et des inductances. Bon, dans tous les cas, on pourrait parler de façon générale d'impédance. Ici, on a un tableau qui résume un peu différents types de capteurs actifs. On a donc les grandeurs physiques qu'on va observer, position, force, pression, luminosité et température. Bon, les types de capteurs qu'on pourrait utiliser, par exemple, pour la position, on pourrait utiliser un capteur à effet Hall. On va voir un petit peu après c'est quoi un capteur à effet Hall. Pour la pression, on pourrait avoir un capteur piezo. Pour la luminosité, ben là, on a plusieurs choix, là, la photodiode, la phototransistor, la cellule voltaïque. Et pour la température, ben, on a les thermocouples. L'effet qui est utilisé pour les différents capteurs qui sont proposés, bon, au niveau du capteur FRA, ben, lui, il utilise l'induction électromagnétique. Au niveau du capteur piezo, ben, c'est le piézoélectrique. Pour les photodiodes, phototransistors et les cellules voltaïques, ben, eux, c'est photoélectrique, l'effet qui est utilisé. Puis le thermocouple, c'est la thermoélectricité. Au niveau des sorties respectives, ben, pour le capteur FRA, ce qu'on va avoir à la sortie, c'est une tension. Pour le capteur piezo, c'est une charge électrique qu'on va pouvoir observer.
Au niveau des différents types de photodiodes, transistors et cellules voltaïques, ben, ça va dépendre. Des fois, c'est des tensions, des fois, c'est des courants. Et finalement, on a aussi pour les thermocouples, au niveau des thermocouples, ce qu'on va avoir, c'est une tension. Comme vous avez peut-être déjà vu précédemment, une charge qui se déplace à l'intérieur d'un conducteur va créer une perturbation à fur et à mesure qu'elle se déplace. Donc, elle va créer un champ électromagnétique autour d'elle. Bon, de la même façon, une charge qui se déplace peut aussi être influencée par un champ électromagnétique. Puis c'est ce que va exploiter les capteurs à effet Hall. Ils vont circuler à l'intérieur d'une surface un courant électrique auquel va être exposée la surface à un champ électromagnétique, ce qui va faire déplacer les charges qui sont en mouvement. La variation des charges à l'intérieur de la surface va faire en sorte qu'on va observer une variation de tension au bord. Donc, la déviation dans le déplacement des électrons qui circulent dans la plaque, ici, lorsque le champ magnétique va traverser la plaque, donc ça va produire une concentration plus importante de charges négatives d'un côté, comme on peut voir dans l'illustration qui est ici. Et la tension qu'on va pouvoir observer va être proportionnelle au champ électromagnétique, ce qui va nous permettre de faire un capteur qui mesure le champ électromagnétique. Donc, naturellement, avec, par exemple, un aimant installé sur un dispositif, on peut mesurer à quelle distance ce dispositif se trouve de notre capteur. Ici, vous avez l'illustration d'un capteur piézoélectrique. Donc, si on prend, par exemple, du quartz et qu'on applique une pression sur le matériel, ça va créer un déplacement des charges à l'interne, ce qui permet de faire l'observation d'une tension aux bornes qui va varier en fonction de la pression qui est exercée. Donc, vous avez un peu le principe ici qui est illustré. Puis, vous avez au fond l'illustration plus de la répartition des charges, donc comment les charges sont réparties avec une force, mais on va voir finalement, il va y avoir un déséquilibre à l'intérieur, ce qui va permettre d'observer cette tension électrique-là qui va être proportionnelle, encore une fois, à la force qui est exercée. Au niveau des photodiodes, l'idée, c'est d'utiliser un semi-conducteur qui va transformer le rayonnement lumineux en signal électrique. L'idée, c'est que le matériel utilisé fait en sorte que lui est sensible aux photons qu'il traverse. Les photons, les traversant, vont exciter les charges électriques qui vont réussir à séparer leur bande de valence. Ce déplacement de charge-là va créer un courant électrique qui est mesurable et qui va être proportionnel à la luminosité dans le milieu. Le thermocouple, c'est un capteur qui est utilisé en industrie pour mesurer des températures très élevées. L'idée, c'est d'utiliser deux fils de métaux différents qui vont être exposés à une source de chaleur et qui vont produire une tension aux bornes. Donc, la tension, ça s'appelle la tension de Seebeck. Et ici, on a un peu l'illustration du concept avec un métal A et un métal B qui sont joints ensemble, sont exposés à une source de chaleur intense qui va faire en sorte que les deux matériaux vont réagir un peu différemment, puis on va voir une tension apparaître différente, donc aux bornes. Donc la tension qui va être produite par ce type de capteur-là est sous les 100 millivolts. Naturellement, ça va prendre un circuit, c'est pour ça qu'on va parler des circuits conditionneurs. Ici, vous avez par exemple les différents types qu'on va rencontrer, puis les courbes types qu'on va avoir pour ces différents types-là. Donc ici, vous avez par exemple les millivolts qui vont être produits dépendamment des températures. Puis là, vous pouvez voir, là, c'est quand même des températures assez grandes, donc ils vont pouvoir être utilisés par exemple dans des fours. Et ici, on a les différentes courbes. Donc, dépendamment de l'application qui est utilisée, on va choisir le type du thermocouple pour avoir la lecture qui varie dans la bonne zone pour nous. Du côté des capteurs passifs, comme on a dit, eux, ils vont créer à la sortie majoritairement de la résistivité. Donc, c'est ce qu'on va rencontrer probablement le plus souvent, mais on peut aussi avoir de l'inductance ou de la capacitance, comme on avait déjà dit. Bon, ici, vous avez différents types de grandeur physique qu'on veut observer. Donc, position, déformation, luminosité, température, humidité. Les différents types de capteurs qui peuvent être utilisés. Donc, pour la position, on peut utiliser un matériel qui est magnétorésistant ou plus simplement juste un potentiomètre, comme il est illustré ici.
Au niveau de la déformation, mais si vous avez un exemple en bas, ben, c'est un alliage, puis au fond, dépendamment de la déformation qu'il va avoir, il va présenter une résistance qui va varier en fonction de cette déformation-là. Pour la luminosité, c'est une photorésistance. Donc, on va revenir un peu sur la photorésistance parce qu'on fait un exemple plus détaillé sur celui-là. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est un matériel qui réagit aux photons et qui va avoir une résistance variable en fonction de la luminosité ambiante. Puis, bon, pour faire varier les caractéristiques, ben, on peut faire varier, par exemple, l'épaisseur, la longueur de la trace, la façon dont la trace elle est faite, l'épaisseur de cette trace-là. Donc, il y a différentes façons de faire varier les caractéristiques des photorésistances. Pour la température, ben, là, on peut utiliser des métaux qu'on va observer la résistivité qui va varier en fonction de la température. Pour l'humidité, il y a le chlorure de lithium qui réagit d'une façon qu'on peut observer une résistance variable en fonction de l'humidité. On a souvent besoin d'un conditionneur et ça, que ce soit avec un capteur passif ou un capteur actif. Parce que, ben, on a vu des capteurs actifs qui vont nous donner des petites mesures. Donc, par exemple, le 100 millivolts et moins qui est offert par les thermocouples, ben, c'est un peu bas pour, par exemple, notre convertisseur analogue à numérique qui est utilisé sur le microcontrôleur qui, lui, a une plage. Imaginons qu'on prend la référence interne de 2,5 volts environ. Et disons qu'on n'exploite pas vraiment la plage de mesure au complet. Si on veut utiliser 4.096 volts, comme on avait déjà évoqué comme référence externe pour avoir une plage encore plus grande, mais c'est encore plus inutile parce que vraiment là, on est vraiment loin de la plage qu'on est en train de mesurer avec notre 100 millivolts. Donc, on va l'amplifier normalement, ce signal-là, pour l'amener dans la plage la plus grande possible pour être capable justement d'observer plus efficacement les variations de la température. Donc, les conditionneurs vont nous permettre, premièrement, en général, d'amplifier le signal. Donc, comme on disait, plusieurs capteurs qui vont présenter des signaux trop faibles pour être interprétés. Dans d'autres cas, ça pourrait être des filtres pour enlever les contaminants. Donc, les capteurs vont être sensibles à l'environnement en général, puis ils vont mesurer d'autres phénomènes que le phénomène qu'on vise directement. Donc, pareil, dans certains cas, on va vouloir filtrer ces phénomènes additionnels-là, puis ça va être au niveau du conditionnement du signal que ça va être fait. Le conditionneur, ben, c'est un circuit qui va nous permettre de neutraliser les effets des phénomènes qui sont indésirables. Bon, la première méthode qu'on va rencontrer, c'est habituellement de fournir une référence stable, comme par exemple utiliser la référence interne qui, elle, n'est pas proche du maximum de l'alimentation, donc ne va pas être influencée par les variations sur l'alimentation du microcontrôleur, par exemple, ou en utilisant une référence un petit peu plus basse que la tension d'alimentation. Donc, par exemple, comme je l'avais déjà parlé, la 4.096 volts. 4096, c'est une puissance de 2, donc ça nous permet d'avoir des divisions, des représentations vraiment précises à l'interne. Par exemple, si on utilise un 10 bits sur 4096, ça nous donne précisément 4 millivolts pour chacun des bits. Donc, si on avait par exemple un 12 bits, mais à ce moment-là, on aurait directement 1 millivolt pour le bit le moins significatif. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, en plus de nous donner des chiffres qui arrivent juste, ben, ça va aussi éviter d'être susceptible à toutes les variations qu'il va y avoir sur l'alimentation. L'autre façon, ben, ça va être de filtrer les signaux, comme par exemple, si on sait qu'il y a des contaminants qui ont des composantes fréquentielles qui sont plus élevées que le signal qu'on va observer, mais on va pouvoir simplement appliquer un filtre passe-bas. Donc, on va laisser passer les basses fréquences, puis les hautes fréquences, on va les retirer. Dans d'autres cas, on va vouloir corriger le signal. Par exemple, pour corriger des effets qui ne sont pas linéaires, ce qui est la majorité des cas. Sinon, des fois, ça a un comportement presque linéaire dans une certaine zone. Le conditionneur pourrait, dans les cas de non-linéarité, corriger ce problème-là. On peut aussi changer la nature du signal. Par exemple, on peut changer une tension en intensité de courant électrique. On peut changer notre résistance en tension en lui envoyant un courant électrique. Sinon, on peut aller encore plus loin puis changer carrément la nature, passer d'une énergie électrique qu'on mesure, donc une force qu'on a observée, et la coder, donc l'envoyer directement en signaux numériques. Bon, les circuits communs qu'on va rencontrer, le montage potentiométrique, le pont de Wheatstone, puis l'utilisation des amplificateurs opérationnels.
Si on regarde le montage potentiométrique, c'est assez simple. Le montage potentiométrique exploite le concept de la division de tension. Ici, on a un exemple où on a une photorésistance. Donc, la photorésistance, c'est un élément dont la résistance va varier en fonction de l'exposition à la lumière. Ici, il est placé en série avec une résistance. Donc, ici, en variant la photorésistance, donc sa résistance, naturellement, ça va faire varier la sortie entre 0 et 5 volts, dépendamment du rapport qu'on obtient. Donc, la tension de sortie, ça va être la tension d'alimentation. Ici, c'est illustré 5 volts, multiplié par la résistance R1 qu'on a ici, qui est la 10K dans ce cas-ci, divisé par la somme de R1 plus la résistance du photorésisteur. On voit, ce n'est pas une relation qui est linéaire. Donc, la relation dans ce cas-ci, elle est non linéaire. De plus, le comportement même du photorésisteur est non linéaire lui aussi. Fait que c'est bien, on est vraiment certain d'avoir une variation différente. Une autre méthode qu'on va rencontrer, c'est le pont de Wheatstone dans lequel on va fixer R1 et R3. Donc ici, vous avez l'illustration du pont. Donc on a des résistances fixes, une résistance variable et le capteur qu'on va observer qui nous donne, par exemple, une résistance. On va ajouter R2 pour rendre VA est égal à VB, ce qui nous permet de déterminer Rx parce qu'on connaît R3, R1 et R2. Grâce à ça, on est capable, sachant que VA est égal à VB, donc si on n'observe aucune différence de potentiel entre VA et VB, on est capable de déterminer Rx. Bon, l'approche va être utile lorsque l'impédance du capteur va varier que légèrement. La configuration, ça peut être aussi de fixer R2 à la valeur de Rx, puis ça va faire en sorte que la tension qu'on va observer VAB va nous permettre de déterminer cette variation-là. Ici, par exemple, vous avez la relation VAB qui va être égale à la tension qu'on aurait, VCC dans ce cas-ci. Puis on a la relation là, R1 Rx moins R2 R3 divisé par R1 plus R2 multiplié par R3 plus Rx. Une des stratégies, par exemple, ça serait de dire, OK, je vais prendre R1 est égal à R2 est égal à R3 est égal à, on va l'appeler R0. Puis R0, on va le déterminer comme étant la zone de repos de notre capteur. Bon, ça fait en sorte ici qu'on peut remplacer Rx comme étant la valeur de repos plus une petite variation. Puis toutes les autres, on peut les remplacer par RO. Ce qui nous permet de dire que VAB va être égal à la tension d'alimentation multipliée par le delta, donc la variation d'Rx, divisé par 4 fois la résistance au repos. Dans ce cas-ci, ça simplifie énormément l'analyse. Bon, il faut juste se rappeler une chose, c'est important que la résistance qu'on utilise, R0, qu'elle soit beaucoup plus petite que l'impédance d'entrée du voltmètre pour pas que le voltmètre devienne une influence à l'intérieur du circuit. Dans certains cas, ils vont aussi utiliser deux capteurs qui réagissent en sens opposé pour compenser certaines variations, par exemple. Dans certains cas, on pourrait d'ailleurs utiliser un capteur qui serait témoin, donc celui qui n'est pas exposé au phénomène, qui nous donne lui plus la valeur qu'aurait le capteur dans l'environnement actuel sans être exposé au phénomène directement. Par exemple, ici on donne la déformation, mais qui est dans le même environnement, donc qui est la même température, humidité, etc. Puis de l'autre côté, on a le capteur qui, lui, est exposé à la déformation. Donc, on va être capable d'obtenir la mesure sans les effets de la température puis de l'humidité, par exemple. Il y a certaines jauges dans l'industrialisation qui vont utiliser dans le pont 4 capteurs de déformation. Comme on disait, c'est une approche qui va être utilisée pour des variations de petites variations en fait de résistance. C'est couramment utilisé pour les mesures de déformation et les détecteurs de luminosité, où on a besoin d'une détection précise. Le troisième type de conditionneur qu'on va rencontrer souvent, c'est les amplificateurs opérationnels. Donc ici, j'ai mon amplificateur opérationnel qui est illustré avec le gain A, les tensions d'entrée négatives, positives et la sortie. Donc, dans les caractéristiques idéales, on dit que le gain va être infini en tension, que l'impédance d'entrée est infinie, que l'impédance de sortie est nulle. Bon, en réalité, parce qu'il va falloir en tenir compte dans ce cas-ci, les gains vont varier de 10 à la 4 à 10 à la 7 en DC, puis ils vont réduire en fonction de la fréquence. Donc, dépendamment de la fréquence de notre signal d'entrée,
ce gain-là ne sera pas tout à fait obtenu tout le temps, donc il faut tenir compte de la bande passante de notre amplificateur. Les impédances d'entrée vont varier de 10 kiloohms à 100 gigaohms. Ce qu'on va rencontrer beaucoup dans ceux-là de bas de gamme, c'est autour de 1 à 10 mégaohms. Au niveau de la sortie, ça va varier entre 50 et 100 ohms au niveau de l'impédance de sortie. Dans la façon qui est illustrée présentement, la relation de VS est égale à notre gain A multiplié par la différence entre V plus et V moins. Bon, si on prend les montages de base, ici on a notre amplificateur dans un montage inverseur. Donc, dans le montage inverseur, son retour est sur le côté négatif, sur la tension négative d'entrée. Donc, notre entrée ici, notre résistance d'entrée, notre résistance F pour feedback et l'entrée positive qui est mise au ground. La relation par rapport à l'entrée et la sortie, on dit que la tension de sortie, ça va être égal à moins RF sur RE fois VE. Au niveau de la réalisation de ce circuit-là, ça pose souvent des problèmes. Justement, le fait que les tensions de sortie vont être négatives, ça demande d'avoir des tensions d'alimentation qui vont aller positif-négatif. Et naturellement, être capable d'interpréter ça. Donc, des fois, il va falloir reconditionner le signal à la sortie. On n'est pas si gagnant que ça. L'autre montage qui va être utilisé, c'est le montage non inverseur pour lequel notre retour est encore sur le côté négatif, mais cette fois-ci, la RE est reliée au ground, puis notre signal d'entrée s'en vient sur V+. Au niveau de la relation, maintenant, on va avoir 1 plus RS sur RE, donc qui est notre gain maintenant multiplié par notre tension d'entrée. Bon, ici, ce qui est le fun, c'est qu'on se ramasse avec une tension de sortie positive. Pour le suiveur, c'est le circuit sûrement le plus simple à calculer. Dans son cas à lui, c'est la tension de sortie va être égale à la tension d'entrée. Dans certains circuits, on va aussi utiliser la sommation. Donc ici, on a le circuit sommateur. On voit là, ça c'est comme un inverseur pour lequel il y a 3 entrées dans ce cas-ci. Puis ici, on dit que RE1, RE2 puis RE3 sont tous égales et valent RE. On va pouvoir dire que la relation entre notre entrée et notre sortie, c'est au fond la sommation des 3 circuits si on les avait fait de façon séparée. Notre tension de sortie, c'est égal à moins RF sur RE, parce que les résistances sont tout le temps égales à RE, multiplié par la somme des 3 tensions à l'entrée. C'est pour ça qu'on appelle ça un sommateur. Dans la configuration qui est en ce moment, il est encore inverseur. Donc, on va encore avoir une sommation qui est mise au négatif. Un autre montage qu'on rencontre fréquemment, c'est le montage différentiel, pour lequel on peut voir, c'est l'équivalent d'un montage inverseur, mais pour lequel la tension V+ a été reliée à une seconde tension d'entrée au lieu d'être envoyée au ground. La relation qu'on va obtenir pour la sortie, ça va être maintenant RF sur RE multiplié par la VE2 moins VE1 plus VE2. Si on met VE2 à 0, on voit qu'on retrouve la relation de sortie pour le montage inverseur. Si on met VE1 à 0, là, on se ramasse avec le montage non inverseur. On peut aussi avoir le montage différentiel avec un diviseur de tension appliqué sur la seconde entrée. Si on dit que notre résistance RE1 est égale à RE2 qui va être égale à RE, donc les deux résistances ici ont les mêmes valeurs, et qu'on met RF est égal à RC, qui est un des montages standards, on va pouvoir simplifier beaucoup l'équation, puis ce qu'on va obtenir, c'est que la tension de sortie va être égale au rapport entre RF et RE multiplié par la différence entre VE2 moins VE1. Au niveau du choix de l'amplificateur opérationnel, il y a certains éléments qui sont importants de tenir compte lorsqu'on va le choisir pour notre circuit. D'abord, on a déjà évoqué certains éléments comme la largeur de bande, mais on va voir tous les éléments qu'il faut tenir en compte. La puissance de sortie, ça va alimenter quoi en sortie cet amplificateur opérationnel-là? Ça n'a pas un courant illimité à la sortie. Il faut être conscient qu'on va peut-être avoir besoin d'un circuit d'amplification si jamais on veut faire du contrôle directement à partir du signal obtenu. La largeur de bande pour l'amplificateur opérationnel est aussi importante parce que rendu à une certaine fréquence, les amplis-up vont commencer à atténuer le signal de sortie au lieu de l'amplifier, ce qui ne nous aidera pas nécessairement. Donc, c'est important d'en tenir compte de la nature
et de la fréquence des signaux qu'on va lui faire traverser. Par exemple, si on mesure des signaux qu'on veut conditionner et que ces signaux-là varient de 3, 4, 5, 10 MHz, il faudra faire très attention au choix de notre amplificateur opérationnel car c'est plus autour de 1 MHz la plupart du temps qu'on va rencontrer pour les amplificateurs bas de gamme. La tension de fonctionnement, donc on est capable de faire fonctionner cet amplificateur-là sur quelle bande d'alimentation. La consommation, donc ça va utiliser combien de milliampères, la façon dont il est fait à l'intérieur en continu, ça va être important de le considérer, surtout si on est sur des applications qui vont être sur batterie. La plage de sortie, ça aussi, c'est un autre élément que les gens, des fois, oublient. Donc, les amplificateurs vont saturer souvent vers l'alimentation moins un certain niveau, souvent l'équivalent d'un dernier étage de diode. Donc, si on ne fait pas attention, si on ne fait pas un bon choix, on peut se ramasser avec un amplificateur qui sature dans une zone qu'on n'avait pas prévue. Ici, ben, vous avez un exemple d'amplificateur qui n'est pas dans cette catégorie-là, non, parce que c'est un rail-to-rail. Donc, quand ils vont dire que c'est un rail-to-rail, c'est qu'il va nous permettre d'obtenir à la sortie la même étendue que l'alimentation qui est appliquée sur l'amplificateur. Donc, si on a 0,5 volts, on va avoir 0,5 volts de disponible à la sortie, ce qui n'est pas le cas de la plupart des amplificateurs qui ne seraient pas, par exemple, rail-to-rail où là, ben, on serait peut-être capable d'avoisiner 0,3, 0,4 volts au niveau bas, puis au niveau haut, probablement autour de 4,7, 4,6 volts. Des fois plus bas, donc dépendamment de comment est fait l'étage de sortie. Donc, la plage de sortie Rail-to-Rail, le format, donc est-ce qu'il est dip, est-ce qu'il est surface mount? Il faut faire attention à nos choix. Dans certains cas, il y en a plusieurs qui sont combinés à l'interne. La température de fonctionnement, donc il y a certaines familles qui ne vont pas être capables ou ne vont pas être faites pour être utilisées en bas de zéro. Si l'application vise une utilisation à l'extérieur, c'est peut-être pas idéal. Donc, toujours vérifier les températures de fonctionnement aussi. Au niveau de la transmission du signal, ben, ça peut être simplement un câble de cuivre, une paire torsadée, un fil coax, une antenne, n'importe quoi. Pour la représentation d'un élément de mesure, on va d'abord avoir la grandeur physique qu'on va observer. Imaginons la température. On va voir le capteur qui transforme ça en résistance, en tension électrique, en courant électrique. Un conditionneur qui nous ramène ça dans la forme qui nous intéresse. Le transmetteur qui permet d'emmener la mesure obtenue vers le reste. Donc, on obtient notre mesure, puis ben, on envoie ça vers quoi? Peut-être que c'est un système qui réagit directement en fonction de comparateurs électriques. C'est peut-être un système mécanique avec une aiguille qui bouge, qui est excitée par cette mesure obtenue-là. Sinon, bien, ça peut être, comme dans le cas qu'on va nous observer la plupart du temps, on va emmener ça vers un circuit de conversion analogue à numérique pour en obtenir une version qu'on va utiliser à l'intérieur de notre microcontrôleur. Au niveau des paramètres de sélection des capteurs, les éléments qu'on va prendre en ligne de compte, d'abord la plage dynamique du capteur, parce que les capteurs vont avoir habituellement une plage dans laquelle ils vont être efficaces, vont avoir un comportement linéaire qui va intéresser plus. Il faut choisir naturellement le capteur qui est plus approprié à l'application qu'on veut faire. L'impédance de sortie qu'on va obtenir, d'autres choses aussi qu'il va falloir considérer parce que naturellement, il faut s'interfacer sur ce capteur-là. Le courant de sortie, si c'est applicable, la tension ou le courant d'excitation qui est nécessaire pour le circuit. Le temps de réponse aussi. Le capteur, là, quand il y a un changement dans la grandeur qui est observé, ça y prend combien de temps, lui, à nous donner une réponse à ça. Et donc, imaginons, là, par exemple, qu'on veut mettre un capteur de gaz à l'intérieur d'un système de combustion d'un véhicule. Et si ça prend une minute à avoir l'information sur la qualité des gaz qui sont à la sortie, ça va être difficile de faire les ajustements pour les accélérations. Donc, le temps de réponse serait beaucoup trop lent. Ça va nous prendre un temps de réponse beaucoup plus rapide que ça pour être capable de prendre des décisions, faire des ajustements. Donc, le temps de réponse est important dans le choix de nos capteurs. La sensibilité au bruit, seulement il faut considérer le milieu dans lequel va être utilisé le capteur et s'assurer que ben, il va être pas trop sensible au bruit. Sinon, ben, il va falloir trouver une façon là, de débruiter notre signal. Donc, pensez à ça dans le circuit de notre conditionneur. Les dimensions physiques, il faut aussi, dans certains cas, le mettre ça à l'intérieur d'un petit circuit embarqué.
Donc, il faut que ça soit capable, il faut qu'on soit capable de rentrer le capteur à l'intérieur. Donc, il faut penser aux dimensions physiques de notre élément aussi dans nos paramètres de sélection. Les méthodes de calibration, donc comment on va faire pour calibrer nos capteurs aussi. C'est un autre élément qu'il va falloir prendre en ligne de compte. Bon, l'environnement dans lequel on va l'utiliser, naturellement, qui affecte beaucoup des autres paramètres qu'on a déjà cités. Et probablement que le coût pourrait être aussi un paramètre à considérer. Donc, dans certains cas, il y a des capteurs qui vont nous offrir une très grande précision, une bonne plage dynamique, mais qui vont être hors de prix. Donc, dans certains cas, il va falloir faire un peu des sacrifices au niveau peut-être des performances qu'on veut avoir de notre capteur, puis faire des entourloupettes pour être capable d'en avoir un petit peu moins cher. Puis au niveau logiciel, on va essayer de faire des compensations, par exemple faire des moyennes, des mesures obtenues, des choses comme ça. Donc, le coût est un élément aussi qu'on doit prendre en considération, surtout si on compte produire éventuellement le système qu'on est en train de concevoir. Dernier point qu'on doit couvrir, l'erreur de mesure. Donc, il y a différents types d'erreurs au niveau de la mesure qu'on va obtenir par nos capteurs. Les erreurs systématiques, on va les observer quand, par exemple, nos mesures sont tout le temps décalées dans la même direction et qui sont cohérentes. Donc, elles ne sont pas éparpillées avec des grandes variations qui ne font pas de sens. Au niveau de la correction de ce type d'erreur-là, c'est assez simple parce qu'on calibre l'appareil et on finit par trouver ce décalage-là, c'est quoi sa nature, puis on peut faire une compensation logicielle de mesure qu'on obtient pour avoir une erreur proche de zéro à ce niveau-là. On peut aussi modifier le processus de mesure. Par exemple, on peut changer notre circuit conditionneur pour changer, par exemple, l'impédance. On peut aussi prendre en considération des déviations connues. Par exemple, la plus connue, c'est la variation en température. Donc, souvent, les déviations en température de nos capteurs sont connues. On pourrait prendre un circuit qui compense en température ou monitorer la température et nous-mêmes la compenser au niveau logiciel. On a aussi les erreurs aléatoires. Donc, eux vont nous donner des mesures qui vont varier dans tous les sens, dans toutes les directions. Il n'y a aucune correction qui est vraiment possible avec les erreurs aléatoires. Une erreur aléatoire, ce serait par exemple que soudainement, il y a eu une perturbation dans l'environnement. Ce qu'on peut faire, si c'est des perturbations, par exemple, qui sont cycliques, qui reviennent peut-être pas avec un modèle connu, c'est de faire une moyenne de nos mesures, ce qui permettrait, par exemple, d'exclure des mesures qui sont complètement farfelues. Donc, on pourrait dire, si cette mesure-là, elle est trop loin de la moyenne. Donc, on pourrait faire ça avec une analyse moyenne écart-type, par exemple, de nos moyennes et rejeter ces mesures-là qui seraient peut-être plus grandes que un ou deux écarts-types. Bon, le calcul de la moyenne, c'est au fond la somme de nos mesures qu'on va diviser par le nombre de mesures qu'on a effectuées. On a aussi l'erreur absolue. Donc, l'erreur absolue, c'est l'erreur qu'on va observer entre la valeur moyenne de nos mesures et la valeur exacte, par exemple avec une référence connue. Cette différence-là, c'est notre erreur absolue. L'erreur relative, elle, ça va être une dérivation de cette information-là. Donc, ça va être le rapport entre l'erreur absolue divisée par notre valeur exacte multiplié par 100 qui va nous donner un pourcentage d'erreur relative. On a déjà terminé. Donc, on a discuté des grandeurs physiques, des capteurs actifs, là, pour lesquels on a vu le capteur effet Hall, le piézoélectrique, la photodiode, le thermocouple, les capteurs passifs, on a vu les conditionneurs, le montage piézométrique, le pont de Wheatstone, différents montages d'amplificateurs opérationnels. On a rapidement passé sur le transmetteur, on a discuté des paramètres de sélection et finalement de l'erreur de mesure. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire un exemple pour l'utilisation du capteur de photorésistance qu'on va devoir, dans un premier temps, observer ces variations parce que c'est un genre de capteur pour lequel on a rarement la feuille de spécification. Alors, c'est un rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!